Bien, bonjour, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Didier Faux, qui est directeur général de SQLI. Didier Faux, bonjour. Bonjour. Alors, SQLI, tout le monde connaît, nos lecteurs le connaissent parfaitement. Donc, une société qui a été créée en 1990, donc le siècle dernier, introduite en bourse en 2000, un peu plus de 2000 collaborateurs, répartis en France, mais aussi dans certains pays d'Europe et au Maroc, et même à Cape Town, je crois, en Afrique du Sud. Vous avez trois entités, donc SQLI Entreprise, SQLI Consulting et puis Wax Interactive. Donc ça c'est une présentation générale, mais vous revendiquez un positionnement un petit peu différent d'une SS2I traditionnelle. Est-ce qu'au travers de un ou deux projets, vous pourriez nous illustrer ce positionnement un petit peu différent? Alors oui, bien sûr, et volontiers. Alors bon, SQLI a été, comme vous l'avez souligné, créé au siècle dernier, mais je crois qu'on est quand même bien dans l'actualité du moment, et notamment dans le monde du digital. Si je devais parler de choses emblématiques, juste pour rappeler notre positionnement, c'est l'expérience connectée. L'expérience connectée, c'est la capacité que nous offrons à nos clients d'utiliser toutes les technologies du digital pour enrichir l'expérience utilisateur. Et c'est un des vecteurs importants de l'accroissement de leur notoriété et de leur vente. Donc quelques projets symboliques pour nous, notamment on a une collaboration historique avec le groupe Nespresso. On les accompagne depuis près de 8 ans dans le déploiement mondial de leur plateforme de e-commerce, mais aussi de leur application mobile. Et on a accompagné tout au long, humblement mais activement, tout au long du développement de cette marque dans le monde online, son développement à travers la mise en place d'une plateforme de e-commerce qui a ensuite été déployée de manière mondiale, mais aussi dans le développement des applications mobiles qui favorisent les ventes. Et enfin, dans la mise en place d'interfaces, de design d'applications, de design d'interfaces utilisateurs, de fabrication de dispositifs digitaux qui vont enrichir sans cesse l'expérience client. Ça, c'est un des éléments. Alors, c'est une approche très, entre guillemets, B2C, mais on travaille aussi avec des grands groupes, beaucoup plus industriels, comme le groupe Airbus, où on a récemment conclu un accord important avec eux sur une plateforme de déploiement de contenu, de CMS, on pourrait utiliser un terme barbare, avec un de nos partenaires qui est Un terme que connaissent nos lecteurs. Bon, pas de problème alors, avec notamment avec un de nos partenaires stratégiques qui est Adobe, l'éditeur Adobe. Donc on a mis en place Adobe Experience Manager pour ce groupe et on est en train de les aider à structurer la façon dont ils vont pouvoir déployer leur contenu de manière dynamique. Donc c'est un projet voilà, la conjonction du marketing, de l'informatique et de la communication, comme on cherche à en faire de plus en plus, et qui va permettre aux équipes de Airbus de customiser les documents et les contenus en fonction des utilisateurs des différentes plateformes digitales du groupe. Est-ce qu'il est faux, incomplet, de dire que finalement vous êtes quand même plus orienté et concentré sur tout ce qui est expérience utilisateur et front office et toutes les questions de back-office et d'infrastructure, finalement, c'est pas vraiment votre tasse de thé, entre guillemets. Alors, on est bien évidemment très orienté dans le front office et j'ai souvent l'occasion d'expliquer à la fois aux collaborateurs d'SQLI et à l'extérieur quand j'en ai l'occasion que l'expérience connectée, bien sûr, c'est la capacité à créer des interfaces, donc très front, savoir créer des sites web engageants, savoir mettre en place des dispositifs autour du social media, créer des points de contact, digitaliser le point de vente, tout ça, ça fait partie bien évidemment de notre rôle et c'est particulièrement important dans le monde du digital. Mais quand on veut faire de l'expérience connectée, ultimement, elle sert à vendre et donc à convertir les clients. Ça veut dire que derrière ça, il y a une capacité à construire des vraies couches technologiques. Et là, ce sont des métiers de conseil informatique, ce sont des métiers de développement, ce sont des métiers très technologiques sur la construction des couches omnicanales, sur l'APIisation des systèmes. Donc donner la capacité à ces différents points de contact qu'on va créer pour nos clients d'interagir entre eux et de fournir une expérience, un parcours client unifié et une vision du client à travers la maîtrise de la donnée client, donc cette fameuse data dont tout le monde parle, d'avoir non seulement une vision, une construction d'un parcours qui est un parcours unifié et sans couture, mais aussi une capacité de suivre le client dans son évolution sur les différents points de contact et avoir chaque fois la bonne offre à lui faire au bon moment, au bon endroit. Donc ça fait partie complètement de notre proposition de valeur. Donc toutes les questions d'infrastructure font partie de votre expertise. Alors l'infrastructure, nous, ce qu'on ne va pas faire de manière privilégiée, c'est construire les back-office. Notre métier n'est pas de construire des systèmes comptables, des systèmes de supply chain, mais on va avoir des expertises autour des différentes plateformes du marché pour connecter ces différentes plateformes, e-commerce, place de marché, à ces back-office qui soient technologiques, de supply chain, de service client. Comme vous le savez,
c'est le traditionnel, traditionnelle question de cette interview. On commence par une question de l'actualité. Donc la question que je vous pose, c'est qu'est-ce qui, la semaine dernière, a retenu, enfin, dans notre secteur, ou j'irai un petit peu plus large, si vous le souhaitez, qu'est-ce qui a retenu votre attention? Alors la semaine dernière, je crois comme la plupart des Français, mon attention a été attirée par la constitution d'un nouveau gouvernement. Je crois que ça n'a échappé à personne. Mais moi, ce que j'ai plus particulièrement retenu dans cette construction d'un nouveau gouvernement, c'est le nouveau secrétariat d'État au numérique et la nomination de Mounir Majoubi à la tête de ce secrétariat d'État directement rattaché au Premier ministre. Et je l'ai trouvé intéressant. Ce qui m'a interpellé, c'est différentes choses et qui ont résonné dans ma tête en tant que dirigeant du groupe SQLI. D'abord son âge, 33 ans, c'est la moyenne d'âge de nos collaborateurs. Donc premier hasard important. Deuxième hasard... Donc vous pourriez presque l'embaucher finalement. On pourrait presque l'embaucher, mais je crois qu'il a un bon job en ce moment. Je crois qu'il n'est pas tout de suite disponible. La deuxième chose, c'est que le digital est au cœur du groupe SQLI. J'aurai l'occasion d'en parler. Et c'est vraiment, ça fait partie des choses qui sont fondamentales pour nous. Mais alors, à l'inverse, est-ce que vous pensez qu'il est au cœur du gouvernement? Ah, je crois, oui, je crois, puisque en tout cas le digital était au cœur de la campagne d'Emmanuel Macron. On a pu le constater. Je crois que ça fait partie des choses qui lui ont permis de rentrer en contact et d'expliquer son programme de façon active à l'ensemble des Français. Et je crois qu'il a dû être sans doute un des acteurs de ça. Et on voit bien qu'aujourd'hui, le digital change beaucoup de choses. Nous, on est plutôt orienté sur le digital du consommateur ou du B2B. Mais pour le citoyen, il a aussi son importance. Le dernier point qui pour moi était important en tant que dirigeant, encore une fois, d'SQLI, c'est qu'il représente une forme de multiculturalisme. Et ça fait partie des valeurs qui sont extrêmement importantes pour notre groupe. Et ça fait partie aussi de notre réalité au quotidien. Et j'ai trouvé bien, en synthèse, d'avoir finalement quelqu'un qui incarne le quotidien, notre quotidien et la réalité de la France au sein d'un gouvernement. Voilà, je lui souhaite bonne chance. Et puis j'espère qu'à travers sa chance, on en aura nous aussi, parce que c'est important qu'on porte haut les couleurs de la France dans le monde du digital. Très clair. Alors, puisqu'on parle de technologie, donc vous avez un ensemble de partenariats technologiques qui est assez large, hein, puisque on va de OpenText à IBM, SAP, DigiMind. Donc il y a une panoplie qui est très large et d'éditeurs qui sont vraiment très très différents. Est-ce que ces partenariats, finalement, ils sont tactiques, c'est-à-dire qu'ils se font au gré des projets que vous signez avec des clients, ou est-ce que dans tout ça, il y a une cohérence générale qui fait qu'il y a effectivement tous ces partenaires qui ont signé avec SQLI? Alors, il y a une cohérence générale, il y a même une double cohérence générale. La première, c'est qu'on est un groupe technologique. Il est important pour nous d'être toujours sur les dernières technologies, à la pointe des technologies, que ce soit dans le monde du développement, mais dans le monde aussi des éditeurs de solutions. Donc ça veut dire qu'on va être sans cesse à la recherche, et avec nos collaborateurs, des dernières offres du marché qui vont nous permettre de faire de la big data, des moteurs de recommandation, enfin différents sujets. Donc c'est une nécessité pour nous d'avoir toujours un maillage fort du marché pour toujours pouvoir capturer la bonne technologie. Donc ça, c'est important et c'est pour ça qu'on a cette richesse de partenariats qu'on va trouver dans différents domaines des activités qui nous occupent. Mais en parallèle de ça, on a des partenariats stratégiques et forts avec des éditeurs du marché ou des acteurs du marché. Je vais en citer 3 ou 4. Hein. Pour nous, on a un partenariat important. J'en ai déjà parlé avec Adobe. Donc ça fait... Voilà, dans le cadre d'Airbus, mais de d'autres clients, hein, que ce soit sur les plateformes de market automation ou sur les plateformes d'expérience client. On a un partenariat très fort aussi dans le monde du e-commerce avec Ibris, qui est donc une émanation maintenant de la société SAP. Mais Ibris, on est le principal intégrateur en France du groupe Ibris, de la solution Ibris, mais on est en train aussi de se développer fortement à l'international aussi avec cette plateforme-là. On a un partenariat très fort avec Microsoft, autour des plateformes Microsoft qui s'agrègent sur les plateformes d'expérience client. Et enfin, on a récemment conclu un partenariat important pour nous dans un domaine qui nous semble stratégique, qui est celui des places de marché, avec Miracle, qui est une société française, une belle start-up française qui est maintenant un peu plus qu'une start-up, et qui nous permet de mettre en place pour des clients des solutions de places de marché qui vont leur permettre d'étendre, grâce à leur marque, leur activité à la vente et à la commercialisation de produits d'autres marques. Juste une petite incise là, sur les places de marché. C'est un sujet dont on avait beaucoup parlé il y a une dizaine d'années, qui est un peu retombé, un peu comme un soufflet, pour des raisons que j'ignore. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui est en train de redémarrer pour d'autres raisons, ou l'analyse que je fais n'est pas tout à fait exacte? Moi, j'ai la conviction que les places de marché, c'est un sujet d'actualité qui va se développer de plus en plus.
que ce soit des places de marché en pure player, et il y en a certaines qui sont énormes et qui aujourd'hui occupent une place considérable, ou en tout cas qui ont des activités de place de marché sur des brands qui sont importants, hein, Cdiscount, Amazon, hein, ils ont des activités de place de marché, mais aussi des enseignes qui sont plus généralistes, hein, comme la Fnac, et qui aujourd'hui, je crois, savoir qu'ils ont près de 25% de leur activité qui est faite à travers des activités de place de marché. Et on voit de plus en plus de grandes marques qui comprennent que leur rôle dans ce monde compliqué du digital, où il y a sans cesse des volontés de désintermédiation de part des acteurs divers, ils ont la nécessité de renforcer leur brand à travers des activités qui leur permettent de capitaliser sur une marque pour étendre leur empreinte sur le marché. Alors, moi, dans mon idée, c'était plutôt orienté B2B. Là, vous parlez plutôt de cas B2C. Est-ce que ça marche aussi dans le B2B? Ça marche. Non seulement ça marche bien dans le B2B, mais nous, on travaille, alors je peux malheureusement pas en parler plus avant, ce sont souvent des projets assez stratégiques, mais on est engagé avec certaines marques très très importantes aujourd'hui dans le marché français, qui ont comme stratégie d'avoir une stratégie à travers les places de marché en B2B. On a d'ailleurs récemment édité un document, on appelle ça un power book dans notre jargon, un livre blanc on va dire, sur les places de marché B2B, parce qu'on considère que c'est un axe de développement fort pour ces marques-là. Très bien. Alors, en début 2016, vous avez annoncé un plan stratégique, comme font beaucoup d'entreprises, qui s'appelle Move Up 2020, si je ne me trompe, donc qui, comme son nom l'indique, est le parcours que vous allez faire de 2016 à 2020, et qui faisait suite à Ambition 2016, donc qui était le précédent plan. Il se trouve que, donc ça c'est bien d'avoir un plan stratégique, mais il se trouve qu'on est dans une industrie qui change quasiment tous les jours. Comment on arrive à combiner d'avoir un plan stratégique à 4 ans et intégrer des éléments qui peuvent, finalement imprévus, qui peuvent intervenir en permanence? Comment on fait pour réussir cette combinaison des deux? Et en gros, par rapport à ce plan, est-ce que vous êtes en phase ou est-ce qu'il y a eu des petits imprévus, des petites choses différentes? Alors, la première des choses, c'est que Move Up 2020, indépendamment des objectifs chiffrés qu'on a pu communiquer, ça a une ambition pour le groupe SQLI, c'est de devenir le leader européen de l'expérience connectée. C'est-à-dire les éléments que je vous livrais autour de la construction et utiliser les technologies digitales pour enrichir l'expérience client. On considère aujourd'hui qu'il n'y a pas tant d'acteurs sur la place qui peuvent se prévaloir de cette capacité et de l'ensemble des forces qu'on a su d'ores et déjà agréger pour pouvoir avoir un fort leadership sur le domaine. Et ce leadership, l'idée, c'est de l'étendre, non seulement en France, mais aussi dans le reste de l'Europe. Ce qu'on a commencé à faire d'ailleurs, puisqu'on a acheté une société en Angleterre en 2016, et on vient d'acquérir il y a à peine une semaine une très belle société dans le nord de l'Europe, en Suède, qui a aussi des activités au Danemark. Donc on continue notre parcours là, dans ce chemin, et on a la conviction que le digital est là pour un bon moment, et qu'en tout cas à l'horizon du plan, on ne voit pas fléchir la demande, et notamment on ne voit pas fléchir ce qui fait la caractéristique pour nous du digital, c'est que ça transforme complètement l'expérience du client, qui devient l'élément phare de la relation. Et il faut pouvoir engager le client différemment, il faut pouvoir lui proposer un parcours qui va le fidéliser, qui va le séduire, le fidéliser, le convertir. Et ça, c'est particulièrement important pour toutes les marques. Quand on regarde les différents documents des analystes du marché et qui regardent plus précisément ces domaines-là, on se rend compte que le taux d'équipement des grandes marques aujourd'hui par rapport à cette capacité d'offrir ces systèmes omnicanaux, cette capacité d'enrichir l'expérience client avec le digital, le parcours est loin d'être achevé. Donc on considère que ce axe stratégique est celui qu'on s'est fixé, il va perdurer sur toute la durée du plan. Ensuite, en ce qui concerne l'exécution, donc on est au démarrage de ce plan-là. Pour l'instant, tout se passe bien. On a annoncé une croissance organique soutenue comme on l'a pu le faire depuis 4 ans, c'est-à-dire une croissance organique ininterrompue entre 6 et 8%. On vient d'annoncer 8% au premier trimestre de croissance, donc on est en ligne avec nos objectifs. Et on a annoncé l'internationalisation du groupe. Et là encore, on vient d'annoncer cette société en Suède. Et je pense qu'on aura d'autres nouvelles à communiquer au marché dans les mois qui viennent. Très bien, on aura peut-être l'occasion d'en reparler. Un dernier point, la semaine dernière, il y a eu ce rachat de Business Edition par Orange. Quelque temps auparavant, il y a eu ce rachat de Octo par Accenture. Est-ce qu'à votre avis, ces deux acquisitions, finalement, sont des événements ponctuels qui peuvent arriver pour des raisons différentes, parce qu'une entreprise est en difficulté, parce qu'une autre a besoin d'acquérir des technologies, ou est-ce que c'est le signe d'une restructuration, d'une consolidation du marché des services informatiques pour d'autres raisons? À votre avis, vous penchez plutôt
dans quelle dimension? Enfin, moi, ma conviction, et d'ailleurs on est un acteur sur ce sujet, c'est que le marché est dans une phase de consolidation qui est liée à un phénomène qui, de mon point de vue, est assez simple, c'est que la nature des problèmes des projets digitaux, la nature des dispositifs digitaux est en train de changer. On passe de plus en plus de dispositifs qui initialement étaient souvent très silotés, dispositifs de communication ou dispositifs de vente pure et simple à travers des sites de e-commerce, sur des dispositifs beaucoup plus complets et qui ont deux caractéristiques. De par le fait qu'ils sont complets, ils demandent de plus en plus de ressources protéiformes, hein, des ressources technologiques, mais des ressources marketing, des ressources de conseil, des ressources de connaissance de la marque ou d'expérience client. Donc ils demandent une richesse de compétences qui est beaucoup plus forte. Et en plus, ces projets ils sont de plus en plus gros parce que les entreprises ont compris que ces plateformes, elles avaient vocation à être déployées mondialement. Et c'est ce qui fait d'ailleurs l'intérêt du digital, c'est qu'on conçoit un endroit et ensuite on peut faire un déploiement, un rollout mondial. Et c'est ce qui fait la beauté du digital pour beaucoup de marques, ça leur permet d'arriver dans des nouveaux marchés beaucoup plus rapidement. Il y a quand même des particularités locales. Il y a toujours des particularités locales, notamment sur toute la création de contenu, qui généralement se fait localement. Mais on va dire que l'architecture de la solution, son déploiement et sa construction dans son fonctionnement, elle peut être tout à fait organisée de manière cohérente et centralisée dans les entreprises. Ce qui fait que les projets deviennent de plus en plus gros, et ça veut dire que là, beaucoup d'acteurs du marché, ce marché du digital était très atomisé, aujourd'hui se trouvent parfois un peu dépourvus quand il faut justement avoir la capacité de prendre ces projets et d'accompagner des marques ou des entreprises dans le temps sur des projets de grande ampleur. D'où cette phase de consolidation importante, qui est une phase d'acquisition nécessaire d'un certain nombre de compétences par des acteurs un peu plus gros ou par des acteurs un peu plus petits. C'est la volonté de s'adosser à des groupes qui vont leur permettre d'avoir accès à ces nouveaux marchés, de pouvoir continuer d'accompagner les clients dans leurs déploiements mondiaux. Ça a été d'ailleurs la principale motivation de l'agence digitale qu'on a rachetée en Suède de nous rejoindre. Très bien. Donc on comprend bien que finalement cette consolidation, elle répond à une logique qui n'est pas une logique économique, mais qui est une logique à la fois technique et de dimensionnement des projets. Enfin, c'est assez clair, indépendamment des deux cas que j'avais cités de Octo et de... Bien, mais écoutez, je crois qu'on aura l'occasion d'en reparler. Didier Fauque, merci beaucoup. Merci à vous.